L'inconscient est en fait une extraordinaire mémoire, à côté de laquelle la mémoire de nos ordinateurs fait pas le figure, hein. C'est comme si on pouvait coupler des centaines d'ordinateurs extrêmement puissants les uns aux autres, et ça pourrait nous donner à peu près une vague idée de ce qu'est la mémoire de notre inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient va absolument absorber toutes les informations depuis l'instant de notre conception, peut-être même avant, c'est une autre question, jusqu'aux derniers instants de notre vie. Mais absolument toutes les informations, tout ce qui se produit autour de nous, tout ce qui pénètre en nous, en termes d'émotions, de sensations visuelles, tout ce qu'on peut percevoir par notre ouïe, par le toucher, par l'olfactif, etc. Mais surtout, en plus, toutes les émotions positives et négatives. Et il va vraiment les mémoriser, les garder dans une banque de données pour l'éternité. C'est sa fonction principale. Sa seconde fonction, c'est une fonction régulatrice en fait. Et il est capable en fait de nous éviter de sentir tout ce qui pourrait nous faire souffrir. Et dans une vie d'humain, et surtout dans la vie des enfants, il y a énormément de choses qui peuvent nous faire souffrir. Les enfants sont extrêmement sensibles depuis qu'ils arrivent au monde. La moindre défaillance des parents, la moindre carence est perçue d'une façon magistrale par un enfant. Alors d'autant plus quand on vit dans un pays qui est en guerre, quand il y a des drames, quand il y a des carences, des manques de nourriture, des privations, des parents qui sont défaillants gravement, toxicos, alcooliques, etc. Et Dieu sait si sur cette terre c'est répandu. Les enfants souffrent énormément, donc l'inconscient a une valeur de régulation et de protection de toutes ces souffrances-là. Alors qu'est-ce qu'il fait cet inconscient? Il va simplement absorber toutes ces informations et il va les mettre en réserve et il va les camoufler pendant le temps nécessaire à ce que l'enfant puisse grandir, évoluer et être capable à son tour de procréer. Ensuite, les symptômes qu'il avait mis sous le boisseau ressortiront d'une manière ou d'une autre, un petit peu comme des geysers de fumée, de fumerolles, voilà. Les symptômes sont des fumerolles, vous imaginez un volcan, de temps en temps il y a des petites fumerolles qui sortent. Eh bien les symptômes et les souffrances qui avaient été enregistrées et camouflées, à un moment donné, ressortiront. C'est comme si l'inconscient ne faisait pas son travail de camouflage jusqu'au bout. Donc il a cette fonction de régulation jusqu'à un certain stade. Ensuite, il va les faire ressortir d'une manière ou d'une autre, et très souvent dans le début de la relation de couple, et au moment où les gens vont commencer à leur tour à avoir des enfants. Et là, il va y avoir un retour de manivelle magistral de tout ce qui avait été enterré, enseveli. Tout va ressortir vite et fort dans les premiers temps d'une rencontre et ensuite au moment où il y aura des enfants. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il a une fonction sadique? Est-ce qu'il nous veut du mal? Eh bien non. Je me suis rendu compte au fil de toutes ces années de consultation que cet inconscient était vraiment une entité de pensée absolument sublime et extraordinaire, il nous pousse à sa manière. Je dirais, moi je le vois presque comme un grand maître initiatique, vous savez, quand on apprend un sport martial, du, du kung-fu, des sports de très où il faut vraiment une grande maîtrise dans sa vie, eh bien les maîtres qui enseignent cet enseignement ne sont pas des tendres. Ouais, ils ne pardonnent pas la moindre défaillance, ils sont capables de prendre un bâton, de vous taper dans les jambes pour vous redresser, pour vous faire reprendre la bonne position, etc. Eh bien l'inconscient se comporte exactement de la même manière. Il n'est pas tendre. Et il est capable de parfois nous déclencher des symptômes énormes, cataclysmiques, qui désorganisent la vie, qui font souffrir, qui sont parfois des symptômes même à répétition dans l'existence, pour nous obliger à nous réveiller, à nous secouer et à sortir de cette torpeur
qui a pu finalement étreindre toute une série de générations avant nous, puisque ça répète, on est capable de répéter les mêmes symptômes, euh, des symptômes que nos arrière-arrière-arrière-grands-parents avaient déjà. Hein, donc cet inconscient est une méga mémoire extraordinaire, puisque ce n'est pas seulement notre méga mémoire personnelle, mais c'est une méga mémoire qui est diffusée dans le temps et qui passe d'une génération à l'autre, d'une vie à l'autre en quelque sorte, et qui nous pousse en permanence à faire mieux, à devenir plus éveillés, meilleurs sur tous les plans, meilleurs en affectif, meilleurs en sensibilité, meilleurs sur tous les plans de ce qui constitue la vie d'un être humain. C'est un grand maître initiatique. Alors, on le voit toujours comme un empêcheur de tourner en rond, mais je considère que c'est vraiment un grand maître qui est à notre service, mais il n'est pas tendre. Il ne fait pas dans la dentelle et il est capable de déclencher des choses hallucinantes en termes de désordre psychologique et même physique. C'est vrai qu'on peut faire une différence entre notre inconscient privé, en quelque sorte notre inconscient portatif qu'on a tous en soi, et puis cette conscience, cet inconscient collectif dont certains ont pu entendre parler, et qui est une mémoire collective que nous portons tous, non pas sur une seule culture, mais parfois sur un ensemble de cultures, je dirais même sur l'ensemble de l'humanité. Je vous donne un exemple qui est tout à fait caractéristique dans les pathologies de certains enfants. Certains enfants nous sont amenés en consultation parce qu'ils sont terrifiés par l'idée d'être dévorés. Ils ont peur quand les parents les embrassent, jouent avec eux d'une façon un petit peu vive, etc. Les enfants sont terrifiés à l'idée d'être embrassés par les parents, voilà. Et il ressort derrière tout ça une peur collective que nous avons tous depuis la nuit des temps, qui était l'idée d'être dévorés par les parents. Parce que réellement, euh, en anthropologie, on a pu l'apprendre, dans les périodes complexes, dans des périodes soit de disette extrême, et ça arrivait vraiment très très fréquemment, jusqu'il y a encore peu de temps, et même dans certains pays ça existe encore fréquemment, bien qu'on ne mange plus les enfants, Dieu merci, mais dans la préhistoire, ou même dans des sociétés extrêmement primitives, il arrivait que le premier-né soit dévoré en cas de disette, ou qu'il soit sacrifié pour faire en sorte qu'il pleuve, pour que les cultures soient meilleures, etc. etc. Il y a eu énormément de sacrifices d'enfants dans l'histoire, dans le passé. Eh bien, cette peur magistrale est restée vraiment enregistrée dans l'inconscient collectif des humains. Et dans les petits-enfants que nous avons actuellement au XXIe siècle, il arrive fréquemment qu'on nous consulte pour cette peur d'être mangé, d'être mordu, voilà. Il y a des cauchemars qui tournent autour de ça. Alors très souvent, ça fonctionne en termes de fantasmes, en termes de cauchemars dans les nuits agitées des petits-enfants. Et l'inconscient collectif nous rappelle ce genre d'informations. Regardez les sacrifices humains qu'il y avait, par exemple, chez les Aztèques, on sacrifiait les jeunes filles, mais elles étaient sacrifiées par centaines. C'était pas une de temps en temps. C'est-à-dire qu'elles étaient sacrifiées, on les envoyait en file indienne monter ces grandes pyramides, arrivées en haut, on leur ouvrait le cœur, elles étaient sacrifiées, on jetait leur cœur dans une trappe qui était finalement la gueule symbolique du serpent à plumes, etc., qui était censée être nourrie par le cœur des vierges. Et c'était, voilà, les enfants étaient sacrifiés. Alors que ce soit en termes religieux ou en termes pour des questions de nourriture, de disette, voilà, on mangeait les enfants. Et c'est resté gravé dans notre cerveau reptilien finalement. On a une partie dans notre cerveau qui est extrêmement primitive et qui absorbe absolument toutes nos peurs les plus primaires, les plus primitives, et donc celle d'être dévoré par exemple. Oui, bien entendu, bien sûr.
Et il a évolué au fur et à mesure de notre évolution, mais il y a toujours ce cerveau reptilien qui, lui, conserve toutes les peurs fondamentales, notamment la peur de la mort. Hein, c'est la partie qui va déclencher de l'adrénaline, qui va nous forcer à fuir, qui a cet instinct de survie, etc. Et c'est cet instinct également de procréation. Il faut donner la vie, il faut procréer. Il y a des études américaines qui ont décelé qu'on on avait à peine 17% de nos décisions qui étaient conscientes. Le reste est totalement inconscient. La moindre de nos décisions, le moindre de nos gestes, de nos mouvements est très souvent déclenché par l'inconscient. Il a une valeur extraordinairement protectrice aussi, pas seulement sur le plan psychologique, mais sur le plan biologique. C'est-à-dire que nous sommes des êtres tellement sensibles, on a une sensibilité, on a des capteurs sensoriels, on a des milliers de kilomètres de capteurs sensoriels sous la peau, on est tellement, tellement sensible que si notre inconscient ne nous protégeait pas de toutes ces perceptions-là, on deviendrait simplement fou. C'est-à-dire que le bruit que vous entendez dans la rue lorsque vous êtes à votre travail, vous l'entendriez d'une façon massive. Hein, ça ne serait pas un bruit feutré. Votre inconscient vous le fait oublier. Les voitures qui passent dans la rue, votre inconscient vous oblige à l'oublier. Sinon, ça deviendrait intolérable. On est sans arrêt mu par tout un tas de petites perceptions internes. Toutes nos fonctions biologiques fonctionnent en permanence, notre cœur fonctionne en permanence, fait du bruit, notre intestin, la pulsation de notre sang dans nos artères, etc. Tout ça, ça fait beaucoup d'agitation, on est tout le temps en agitation. Et si notre inconscient n'était pas là pour réduire ces bruits, nous obliger à ne pas penser au battement de notre cœur, au fonctionnement de notre intestin, de notre estomac, au fait que notre sang pulse en permanence dans notre sang, dans nos artères, et bien on deviendrait fou parce qu'on y penserait tout le temps. Là, grâce à cet inconscient, finalement, on n'est pas obligé de penser à nos pulsations cardiaques. Ça se fait tout seul, ça s'organise tout seul. Notre inconscient nous évite de penser à toutes ces choses-là. Donc il a aussi cette valeur-là de grande protection des grandes choses biologiques qui nous animent en permanence et qui nous rendraient simplement dingues si on y pensait tout le temps. On n'aurait plus de bande passante dans notre cerveau, dans notre réflexion. On pourrait penser à rien d'autre qu'à penser, à réfléchir, est-ce que mon cœur bat bien? Est-ce que mon sang pulse bien, etc. Et d'ailleurs, on a parfois des patients qui sont tellement anxieux et angoissés qu'ils ne pensent qu'à ça et ils ne peuvent pas penser à autre chose. Hein, mais là encore une fois, l'inconscient peut jouer un rôle, puisqu'en obligeant les gens à ne penser qu'à ça, il leur permet de ne pas penser à d'autres choses qui seraient affectives et compliquées à gérer pour eux. Donc ils préfèrent finalement les orienter sur une angoisse bien biologique et bien massive. Hein. Parce que cet inconscient vraiment passe sa vie en fait. Son gros outil, c'est une balance. Il passe son temps à faire la balance entre ce qui va nous faire le plus ou le moins de mal. Alors, pour lui, ce n'est pas grave qu'on ait des symptômes physiques, qu'on ait ce qu'on appelle les symptômes psychosomatiques, même les plus graves, même les plus invalidants, les plus énormes, ça ne le dérange pas. Pourquoi ça ne le dérange pas? Parce qu'il préfère nous faire du mal physiquement, nous orienter toute notre attention sur ce genre de symptômes, plutôt que de nous faire réfléchir aux choses qui nous ont fait souffrir dans l'enfance. Ça paraît extraordinaire. Mais pour lui, il semblerait que les symptômes, toutes les souffrances de l'enfance, les carences, les frustrations, les traumatismes, parfois des traumatismes graves, des incestes, des maltraitances colossales, des enfants qui ont vu leurs parents mourir sous leurs yeux pendant des guerres, pendant des actes de terrorisme ou autres, et il y en a tant sur la planète actuellement, eh bien l'inconscient préfère
nous faire oublier ces souffrances d'ordre affectif, surtout lors de carences. Alors là, il excelle pour nous faire oublier les carences affectives des parents quand ça a été le cas. Et il préfère nous injecter ou nous faire dériver notre attention sur des choses massives, finalement assez grossières et tout à fait évidentes, que sont les maladies, que sont les échecs à répétition, pardon, les problématiques avec un conjoint, les problématiques avec un enfant. Ça, c'est bien massif, c'est facile à identifier, on peut broyer du noir toute sa vie là-dessus, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas. Mais parler ou évoquer ou ressentir un traumatisme grave d'une carence d'un des parents, ça gêne beaucoup l'inconscient. Et alors on peut se demander pourquoi ça gêne finalement. Il serait tout simple de dire ok, tu n'as pas été assez aimé par tes parents, c'est dommage, mais ça arrive, etc. Mais si les enfants étaient capables, si les adultes après cette période d'enfance étaient capables de comprendre qu'ils ont ressenti telle ou telle carence, eh bien déjà ils en voudraient beaucoup à leurs parents. Et ça génère une culpabilité qui est absolument intolérable pour les enfants. C'est vraiment la chose qui fait le plus souffrir les humains, la culpabilité. Donc ils préfèrent ne pas évoquer ça. Et puis si les enfants se rendaient compte qu'il y a tant de complexité et tant d'occasions finalement de faire souffrir les enfants, volontairement ou involontairement, ou par symptômes névrotiques, par symptômes psychiatriques, par tout ce qui génère toutes les souffrances sur cette terre, eh bien tout simplement il n'y aurait plus d'humains sur cette terre. Les enfants en grandissant se diraient on ne va pas faire d'enfants. C'est tellement compliqué, c'est tellement hasardeux de rendre un enfant heureux. Et même quand on croit avoir tout fait pour que tout se passe bien, et on se retrouve à un moment donné à être rejeté, à avoir des critiques énormes, parfois injustifiées, parfois justifiées. Donc les gens ne feraient plus d'enfants. Et d'ailleurs, d'un point de vue sociologique et psychologique, on assiste à quelque chose d'extraordinaire actuellement. C'est que, et ça on n'a jamais connu ça au niveau sociologique dans le passé, mais vous savez que les problématiques psychologiques évoluent en fonction de nos époques. Et actuellement, on rencontre de plus en plus de jeunes entre 20 ans et 35 ans qui disent tout à fait consciemment qu'ils vivent en couple et qu'ils ont décidé qu'ils ne feront pas d'enfants. Et c'est un raz-de-marée actuellement. C'est un phénomène sociologique dont on parlera, je pense, dans les années à venir. Les gens décident tout à fait consciemment de ne pas faire d'enfants. Déjà parce qu'ils pensent que peut-être la période est un peu compliquée et un petit peu angoissante à l'idée de faire des enfants. Il y a une grande insécurité. Ensuite, parce qu'ils ont eux-mêmes été victimes de difficultés avec leurs parents, donc ils n'ont pas envie pense-t-il, de répéter. Ils pourraient se dire qu'ils vont tout faire pour essayer de comprendre et de dépasser ça, et ils ne répéteront pas. Mais ils ont plutôt peur, donc ils ne pensent pas faire d'enfants pour ne pas répéter. Et puis aussi parce qu'on vit à une époque plutôt centrée sur soi, où on a surtout envie de se faire du bien, de se faire plaisir, d'être plutôt concentré sur ses besoins, sur ses envies. Et maintenant, dans nos sociétés industrielles très évoluées, etc., il est plutôt facile de se faire du bien. On a tout sur place, on a tout, je dirais, à la maison pour se faire plaisir. On n'a même plus besoin de sortir pour rencontrer des gens, pour même rencontrer un amoureux, une amoureuse. Tout se fait depuis un ordinateur, voilà, tout est facile. Et finalement, ça génère le fait de se concentrer sur soi et d'être dans une autosuffisance et dans un fonctionnement d'auto-plaisir. Donc, quand on fait des enfants, on le sait, ça va forcément entraîner un grand investissement, beaucoup d'investissement en temps, en énergie, en émotion, voilà. Et beaucoup ne sont plus prêts à faire ce genre de choix. Donc, ça va être très intéressant d'observer toutes ces évolutions socio-psychologiques dans les années qui vont venir. L'inconscient joue un rôle fondamental dans la rencontre.
je dirais que dans la rencontre amoureuse. Je dirais que c'est presque son terrain de prédilection. Et il va exceller à ce moment-là, il va être absolument royal, magnifique, il va sortir son grand jeu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a toujours des centaines de longueurs d'avance par rapport à ce que l'on pense être conscient et ce que l'on pense être notre choix. Euh, le but de l'inconscient, c'est de nous faire rejouer des situations connues dans notre enfance, pour nous permettre de les dépasser et de grandir, de devenir meilleurs et d'abandonner cette chaîne névrotique à un moment donné de toute cette lignée générationnelle. Pour ça, il a une faculté pour déceler à la vitesse du son, et même probablement bien plus que la vitesse du son, la personne qui va être notre parfait partenaire. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, il va être capable de déceler le symptôme ou la faille qu'il y a chez la personne d'en face, qui va être capable de nous donner la réplique névrotique. Ce qu'on appelle névrotique, il ne faut pas avoir peur de ce terme-là. Névrotique, c'est l'ensemble des symptômes et des mécanismes compliqués, complexes, qui nous viennent de notre enfance, de notre éducation, et qui ressortent au fur et à mesure de notre vie. Parfois petitement, et parfois d'une façon magistrale. Eh bien, les deux inconscients font finalement se connecter presque en Wi-Fi. Le Wi-Fi, on n'a rien inventé, l'inconscient le savait déjà. Il sait très bien mettre en relation deux êtres, deux inconscients, qui vont pouvoir se connecter et pouvoir finalement échanger sur les symptômes et sur les choses à régler de l'un et de l'autre, puisque chacun arrive dans une relation de couple avec son bagage, avec toutes ses casseroles, avec tous ses paquets, son éducation, ce qu'il a pu vivre en termes de difficultés, de traumatismes, de failles, de carences, de parents compliqués, etc. Chacun arrive avec son histoire. Et on n'arrive jamais neutre. Et les deux inconscients se connectent automatiquement. Et pour ça, ils ont tous les deux une armada extraordinaire pour fixer les deux êtres. Il y a d'abord l'armada hormonale, puisque d'emblée, on va émettre tout un tas d'hormones qui vont permettre aux gens de se fixer, de se coller. Ce sont des véritables colles affectives qui vont permettre aux gens de rester soudés pour pouvoir après jouer la partition qui leur est dévolue. Alors, il y a bien sûr les phéromones, tout le monde connaît les phéromones. On l'a d'abord étudié chez les papillons, chez tous les animaux. On sait très bien que ce sont des particules hormonales d'une extrêmement ténue, très très fine, puisqu'on est capable de les percevoir à une très grande distance. C'est ce qui va permettre à déjà deux êtres de se rencontrer, comme par hasard. Ils vont se rencontrer, ils vont s'approcher. Ensuite, il y aura d'autres hormones qui vont se mettre en place. Il y aura la dopamine qui va donner de l'impulse, qui va donner de l'énergie, de l'enthousiasme. La phényléthylamine, qui est notre hormone, qui va donner envie de se revoir, de se toucher. C'est ce qui crée ce moment fabuleux du début d'une rencontre amoureuse, où les gens ont un besoin magique, extraordinaire de se toucher, de se regarder, de faire l'amour, de réitérer ces contacts physiques. Ça n'arrête pas grâce à toutes ces hormones-là. L'ocytocine après qui arrive et qui va déclencher cet attachement massif. Et alors là, la colle est prise. Et c'est ce qu'on va appeler la notion d'attachement. Les gens sont pris, sont scotchés l'un à l'autre. Ce qui est fantastique, c'est que les deux inconscients ne sont pas dupes. Ils savent très bien, ils ont tout de suite perçu chez l'autre les failles. Je vous donne un exemple. Une femme a eu un père alcoolique et elle en a souffert toute son enfance. Elle a vu sa mère en souffrir, elle a vu toute la famille en souffrir, etc. Elle se jure bien que jamais de sa vie elle ne rencontrera un homme alcoolique et jamais de sa vie elle ne tombera amoureuse de ce genre de personnes présentant cette maladie. Le jour de la rencontre amoureuse,
Elle va voir un homme qui va vraiment lui paraître charmant, séduisant, magnifique. Il a toutes les qualités. L'inconscient se charge bien de flouter absolument tous les défauts éventuels. Cette personne-là ne va même pas se rendre compte qu'au cours de la discussion, de la rencontre, cette, cette personne, cet homme qu'elle rencontre, ou ça peut être la femme également, mais là en l'occurrence dans cet exemple c'est un homme, peut vider pendant la discussion une bouteille de vin ou une bouteille de whisky. L'inconscient va même pas, va justement flouter cette information-là, et la personne va faire comme si c'était normal. Cette jeune femme va faire comme si c'était normal, comme si c'était pas grave. Il est génial, il parle bien, il est magique, magnifique, il n'y a aucun défaut. Et le reste des hormones et de l'attachement va faire le reste. La personne va s'attacher et va se rendre compte quelque temps après qu'elle a été prise dans la nasse et que finalement elle est tombée amoureuse d'un homme qui ressemble à son père. Et avec toute la suite des souffrances qui peuvent suivre, hein, avec l'envie de fuir mais pas pouvoir fuir, l'envie de le changer mais sans pouvoir le changer, etc. etc. Donc vous voyez à quel point l'inconscient est capable de nous magnifier les choses au moment où on aurait besoin d'être extrêmement vigilant, extrêmement euh, clairvoyant. Lui se charge justement de nous mettre un beau petit nuage de fumée pour camoufler absolument tout ce qui devrait émerger et nous faire fuir dans l'instant. Mais justement, il ne veut pas qu'on fuit. Il veut qu'on soit précisément comme des acteurs de théâtre ou de cinéma en train de rejouer la scène. Et de rejouer et de rejouer et de rejouer la scène sans arrêt. Jusqu'à ce qu'on ait une espèce de réveil massif où on va comprendre pourquoi on fait ça et où on va pouvoir évoluer. Donc ensuite, l'inconscient va utiliser, il a toutes ces armes-là au départ de la relation amoureuse, mais il a une arme encore plus sophistiquée, encore plus extraordinaire, qui est le fait d'avoir des enfants. Et les enfants vont devenir vraiment les moyens les plus subtils de permettre aux gens de rejouer éternellement les mêmes scènes, puisque à partir du moment où on a des enfants, le but c'est quand même de les faire vivre dans un certain confort, dans un certain bien-être, de conserver l'entité familiale, parentale. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent à vivre des situations de couple complètement délirantes, parce que les enfants sont là, les enfants n'ont absolument rien demandé, mais ils se retrouvent finalement les témoins privilégiés des symptômes des parents, qu'ils vont rejouer en permanence comme sur une scène de théâtre. Les enfants deviennent les témoins, les spectateurs privilégiés des parents. On a très souvent en consultation des jeunes adultes ou des enfants qui nous disent « mes parents se disputent mais tout le temps, systématiquement, d'une façon rituelle, tous les soirs à table, les parents se disputent et nous sommes là et nous assistons à cela en permanence. Alors ça se finit en pugilat, ça se finit où personne ne mange correctement, tout le monde se file se coucher tristement, etc. Et ce sont des rituels. Et régulièrement, finalement, les parents rejouent une scène qu'ils ont souvent eux-mêmes vécue dans leur enfance. Ils ne savent pas pourquoi ils la rejouent, mais ils la rejouent. Et tant qu'ils n'en ont pas pris conscience, eh ben, ils rejouent devant un public de spectateurs extraordinaire qui leur est tout à fait dévolu, puisque les enfants sont obligés d'assister à ça. Ils sont dépendants des parents, ils ne peuvent rien faire d'autre que d'assister à ça. Alors bien sûr, quand ils deviennent adolescents, ils claquent la porte, ils fuient de la maison, ou alors certains se croient obligés, au contraire, de rester, d'assister, de protéger un parent contre l'autre, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui sacrifient leur vie, qui arrêtent des études, qui ne quittent pas la maison pour pouvoir protéger leurs parents de leur propre délire névrotique.
Alors, pourquoi l'inconscient nous force à faire des enfants? Il nous force à faire des enfants pour plusieurs choses. Pour une raison très, très basique, c'est qu'il est le grand, finalement, le grand protecteur de la continuité de l'espèce. C'est lui qui nous pousse à continuer à faire des enfants, à perpétuer l'espèce. Sinon, depuis bien longtemps, sans doute qu'on aurait arrêté de faire des enfants et il n'y aurait plus d'êtres vivants sur cette planète. Donc il a une fonction très basique, perpétuer l'espèce. La deuxième fonction, c'est que nous sommes tous curieux de voir la magie incroyable qui est le fait de mettre au monde un enfant sur, sur cette terre. Le fait d'être capable de faire un enfant avec son propre corps, même si en embryologie moderne, même si en médecine moderne, on peut expliquer toute l'embryogénèse, tout ce qui fait qu'un être humain, à partir de 2 cellules, est capable de devenir un être ultra sophistiqué, avec un cerveau tellement subtil, avec des émotions, avec un corps qui fonctionne avec tant de magnificence. Un être humain, c'est un miracle absolu. Enfin, tout ce qui est vivant sur cette terre est déjà un miracle absolu. Mais ce qui fait qu'un être vivant aussi parfait puisse provenir de 2 cellules, c'est éberluant. Et quiconque a un minimum de, de, de raison dans son intellect ne peut qu'être émerveillé devant cette magnificence. Voilà, même, je pense, les médecins les plus pointus, etc., continuent d'être émerveillés devant ce miracle euh, régulier auquel on assiste tous les jours. Mais nous, en tant que simple individu, on est époustouflés quand même. On est époustouflés d'être capable de faire une pure merveille comme ça. Et il y a cette curiosité à sentir un être humain grandir à l'intérieur de soi, à le découvrir, à voir qu'il nous ressemble. L'idée de la ressemblance est très importante. D'ailleurs, une des premières réflexions des parents quand ils voient un enfant arriver au monde, c'est oh, il te ressemble, il a ta bouche, il a tes yeux, il a le front de ton père, la peau de ta mère, etc. Enfin, il y a un besoin de s'assimiler dans cette continuité. Parce que finalement, cela dit de nous qu'on est capable d'être immortel. À travers nos enfants, on est immortel. C'est qu'on va se prolonger éternellement. Et c'est peut-être le moyen que l'inconscient a trouvé le plus facile, le plus probant, de nous faire oublier que nous ne sommes pas pérennes, qu'il y aura un moment où notre corps nous lâchera. Et comme c'est l'angoisse numéro un de tout humain sur cette planète, et peut-être même de tout être vivant, eh bien, le fait de mettre au monde des enfants, c'est extraordinaire, parce que on se, on se perpétue sans fin. Donc ça, c'est un point fondamental. Et puis sur un plan beaucoup plus sophistiqué encore, il y a toujours cette vieille histoire chez l'inconscient de vouloir nous faire évoluer de génération en génération. Et donc, il nous oblige, il nous pousse à faire des enfants. Alors, très souvent, malheureusement, on peut avoir tendance à redonner, comme on passe un relais en sport, on peut redonner le relais à un enfant d'un symptôme que l'enfant va perpétuer lui aussi à son tour. Mais on peut toujours aussi avoir l'espoir de faire beaucoup mieux que ses parents. Et c'est même très souvent l'espoir fondamental qu'ont les parents qui attendent un enfant, c'est qu'ils sont dans une espèce de bulle d'espoir magnifique, de se dire, nous, on ne fera pas comme nos parents. Nous, on va faire beaucoup mieux qu'eux, on ne fera pas comme ci, on ne fera pas comme ça, on élèvera notre enfant comme ça, on lui donnera ça, on lui donnera... Voilà. Donc il y a une espèce toujours de fenêtre d'espoir magnifique quand un enfant va arriver au monde. C'est l'idée de faire beaucoup mieux. Et le problème, c'est que notre inconscient va nous laisser vivre pendant quelques jours dans cet état de grâce. Comme finalement quand on est amoureux, comme quand on tombe amoureux, on est dans un état de grâce. D'un seul coup, on imagine et on l'espère.
on va faire 1000 fois mieux que ses parents, on va être capable d'un amour colossal, magistral, tout est possible. Il n'y a plus d'entrave possible. Et bien, quand on met au monde un enfant, c'est la même chose. On a l'impression que ce petit être si pur, si magnifique, va nous forcer, va nous pousser à être encore meilleurs. Mais l'inconscient rôde. Ce grand coquin rôde et il est toujours là, à un moment donné, pour commencer à déclencher un petit symptôme par-ci, un petit symptôme par-là, qu'on ne va pas comprendre. Et finalement, les enfants deviennent les réceptacles symptomatiques de tout ce que les parents n'ont pas compris, de tout ce qu'ils n'ont pas résolu dans le passé. Et les enfants vont avoir, en plus de toutes les valeurs qu'ont des enfants, ils vont avoir cette compétence extraordinaire à nous pousser à évoluer en tant qu'adultes et en tant que parents. Par les symptômes que les enfants vont eux-mêmes révéler, qu'ils soient comportementaux, des dysfonctionnements divers, des problématiques psychosomatiques. Et les enfants sont vraiment très, très atteints par les problèmes psychosomatiques, hein, vraiment. Ils vont pousser les parents à se poser des questions. Alors il y a des parents qui ne s'en posent jamais et qui passent leur vie dans les salles d'attente des pédiatres et des médecins, vont combler leurs enfants par des médicaments, on va résoudre un problème et puis le symptôme va ressortir par un autre côté, etc. Mais si les parents sont suffisamment attentifs et suffisamment éveillés, ouverts, ils vont commencer à se poser des questions. Et nous, on a très souvent, en tant que psychanalyste, ou psychothérapeute, on a des parents qui viennent pour un enfant, parce qu'un enfant a une problématique somatique, comportementale, un dysfonctionnement de comportement, etc. Et en parlant de l'enfant, on va parler du parent. Et les parents qui ont une grande ouverture d'esprit et qui ont surtout une énorme compassion et amour pour leurs enfants vont avoir envie de comprendre pourquoi ils font ça et pourquoi ils ont pu générer tout à fait à leur insu, sans le vouloir, avec la meilleure des bonnes volontés, ils ont pu déclencher chez leur enfant un symptôme qu'ils ne voulaient vraiment pas déclencher. Donc les enfants sont vraiment, je dirais, les outils, c'est horrible de dire les choses sous cet angle-là, mais sont des outils de transformation des parents avant de devenir eux-mêmes plus tard de futurs adultes qui vont devoir se transformer eux aussi et évoluer. Bien entendu, il y a des cas vraiment incroyables et nous on en reçoit beaucoup en consultation, mais c'est quelque chose qui peut paraître hallucinant parce que toute femme qui a attendu un enfant sait comment le corps se transforme, comment le bébé prend sa place et ça se voit et ça se perçoit par tout un tas de symptômes, par tout un tas de signes. Eh bien, on se rend compte que dans le déni de grossesse, les femmes ne se rendent compte de rien et les règles peuvent même continuer d'arriver. C'est éberluant, mais c'est le cas jusqu'au dernier moment. Ces femmes peuvent s'habiller en jean sans serrer, il n'y a aucune difficulté à cela. Et c'est un véritable déni. Elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. Alors ça paraît incroyable à notre époque, au XXIe siècle, mais je vous assure qu'on le rencontre très très souvent en consultation. Et je me souviens du cas d'une femme qui était enceinte de 7 mois. Elle s'en était absolument pas rendue compte. Et un jour, sur son lieu de travail, elle a un malaise. Donc le SAMU arrive, elle est transportée à l'hôpital et on lui annonce qu'elle est enceinte. Et elle tombe des nues, elle n'avait absolument pas pensé une seconde qu'elle pouvait être enceinte. Elle avait continué de prendre la pilule, elle avait continué d'avoir un pseudo-cycle tout à fait banal. Enfin bon, elle avait des petites modifications, mais pour elle, c'était pas bien grave. Et donc, elle tombe des nues. Et sa mère vient la voir à l'hôpital, et sa mère tombe en larmes et lui explique quelque chose qu'elle ne lui avait jamais dit. Elle lui explique que sa grand-mère, donc la grand-mère de ma patiente, a eu sa mère quand elle avait 14 ans.
elle est tombée enceinte très très jeune, et elle a eu sa mère à 14 ans. À une époque où, bien entendu, on cachait ça, il n'était pas question de montrer à la société que sa fille avait un enfant à 14 ans. Donc toute la famille de cette femme, de cette jeune fille de 14 ans, lui ont dit: tu vas abandonner l'enfant et il va être placé sous X. À l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais on abandonnait l'enfant. Et ça s'est passé comme ça. La personne a continué de grandir, d'évoluer, etc. Et bien entendu, cette femme n'en a jamais parlé à sa fille, c'était un secret de famille, elle n'en a jamais parlé. Et en fait, l'inconscient de cette patiente qui a eu ce déni de grossesse, lui, savait ça. D'un inconscient à l'autre, de son inconscient via celui de sa mère, via celui de sa grand-mère, etc., le savait. Et il a forcé, en fait, par la circonstance, par cette situation incroyable, il a forcé à lever un secret de famille. Vous voyez ? Donc le déni de grossesse n'arrive jamais par hasard. Ce n'est pas une pathologie qui arrive comme ça par hasard. Il y a toujours un message caché derrière. Les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, ben alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent générer ça. Le fait d'avoir vécu dans une famille très problématique, où il y avait des conflits permanents, où on a vu sa mère souffrir, son père souffrir, des enfants vivre un véritable cataclysme, ça a de quoi traumatiser et ça a de quoi faire penser qu'on n'a pas du tout envie de répéter ce genre de choses. Je vous donne un autre exemple, l'exemple d'une femme qui a eu une mère qui a perdu sa mère au moment de sa naissance. Ça arrivait fréquemment. Il pouvait y avoir une hémorragie après la naissance de l'enfant, et les femmes mouraient très souvent en couche à ce moment-là. L'enfant a survécu, a grandi, il a été élevé par d'autres membres de la famille. Eh bien, on se rend compte que cette femme a eu une fille, et que cette fille, 2 générations après, refuse consciemment de faire des enfants. Alors, elle ne le refuse pas aussi ouvertement que je vous le dis, simplement elle vient en consultation pour me dire qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle arrive à 40 ans, 42 ans, et elle a eu plein de partenaires dans sa vie, elle a eu plein d'histoires amoureuses dans sa vie, mais elle n'a jamais trouvé le père qu'il fallait pour faire des enfants. C'est-à-dire que son inconscient va rationaliser, va trouver une bonne raison de contourner la problématique de sa peur de mourir en faisant en sorte qu'elle ne rencontre jamais le bon père potentiel pour devenir le père de ses enfants. De cette manière-là, elle s'évite d'être enceinte, elle s'évite d'être confrontée à sa peur colossale de mourir au moment de faire un enfant. Ça serait trop simple la génération d'après. L'inconscient est un grand filou et il nous facilite jamais les choses au niveau de la compréhension. Il est capable de nous brouiller les pistes de toutes les manières. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, on aurait pu penser que la première génération, finalement la mère qui a perdu sa mère au moment de sa naissance, aurait pu ne pas faire d'enfant. Ben, elle l'a fait parce que simplement, voilà, elle était poussée par la société. Vous savez, dans les années 60, 50, etc., une jeune femme qui arrivait à 20 ans, 22 ans, 23 ans, il fallait impérativement qu'elle ait un enfant. Sinon, elle était stigmatisée comme pas normale ou bizarre, etc. Donc, il y a l'impact de la société qui pousse les gens quand même à faire des enfants. Et donc, elle l'a fait. D'ailleurs, elle en a fait qu'une, pas plus. Mais pendant toute l'enfance de ma patiente, donc 2 générations après, elle lui en a parlé. Elle lui a parlé de son manque de sa mère, de la souffrance qu'elle avait pu ressentir par rapport au décès de sa mère, etc. Et de tout ce que ça a occasionné dans sa vie, en termes de symptômes, de pathologies, etc. Et ma patiente a grandi avec l'idée que, finalement, cette grand-mère absente était tout le temps ultra présente.
l'idée de la mort au moment d'enfanter était ultra présente. Donc 2 générations après, c'est ressorti de cette façon-là. Alors l'inconscient dans la vie professionnelle joue aussi un rôle. C'est encore une nouvelle scène de théâtre pour lui sur lequel il va vraiment pouvoir agir. Alors le choix d'une profession ou d'une non-profession, puisqu'il y a des gens qui finalement passent leur vie à ne pas travailler ou à échouer dans leur vie professionnelle, l'inconscient joue vraiment un rôle fondamental. Alors on peut se retrouver à faire un métier qu'on n'a pas du tout choisi. Et alors pourquoi on ne l'a pas choisi? Alors qui le choisit dans ce cas-là? Eh bien très souvent on se rend compte en recherchant, en investiguant un petit peu plus en psychanalyse ou en psychothérapie, on se rend compte que finalement on a obéi à un choix inconscient des parents. Ils ne l'ont peut-être pas dit aussi clairement que cela, mais les gens se rendent compte qu'ils ont voulu faire plaisir, qu'ils ont voulu rester finalement dans une lignée. C'est ce qui se passe souvent dans le monde de l'agriculture, dans le monde viticole. On peut vouloir devenir médecin parce que son père était chirurgien, son frère médecin également. Et voilà. On peut vouloir s'inscrire dans une lignée et faire plaisir aux parents. On peut également vouloir choisir un métier pour devenir le soignant rétroactif d'un de ses parents. Vous voyez, il y a beaucoup de professions médicales, paramédicales, même psychologiques, etc., qui font qu'on peut avoir envie de choisir une profession qui va faire du bien à un parent rétroactivement, hein, le soulager, le réconforter, le soigner, etc. Hein, c'est choisir un métier, par exemple, de kiné quand on a eu un parent qui était dans un fauteuil roulant. C'est une manière de continuer d'accompagner et de faire du bien. Et aussi parce qu'on connaît bien toutes ces pathologies, on sait très bien combien le parent a souffert, quelles étaient ses difficultés de positionnement, la souffrance de ses muscles, de son ossature, etc. On devient familier finalement des pathologies des parents et ça devient peut-être une forme de choix à notre insu. L'inconscient peut jouer ce genre de rôle. L'inconscient joue un rôle magistral dans notre rapport avec l'argent. L'argent, il faut considérer que c'est un flux, comme l'eau, comme le sang, etc. D'ailleurs, il y a très souvent une relation dans les symptômes entre le sang, l'argent, la transpiration, tous les flux de notre corps. On dit bien suer sang et eau quand on travaille. Vous voyez, il y a plein d'expressions populaires qui parlent de ce genre de choses. L'argent vraiment va nous créer des symptômes, peuvent créer des symptômes vraiment très importants. Par exemple, les gens qui s'endettent en permanence. Ce sont des gens qui pensent qu'ils vont avoir beaucoup plus à un moment donné qu'ils n'ont. Ils extrapolent sur ce qu'ils vont pouvoir faire, ce qu'ils vont pouvoir obtenir avec l'argent qu'ils n'ont pas encore. Et ça, c'est très souvent en réponse à une problématique affective, à une carence affective très importante. Donc, ils sont sans arrêt en train de chercher, je dirais, une banque, un organisme de crédit qui va servir symboliquement de rôle de parent, qui va leur apporter une manne momentanée, qui va leur permettre de se sentir à nouveau plein d'eux-mêmes, sûrs d'eux-mêmes, etc., etc. Et c'est le rôle d'un parent d'apporter ce réconfort, cet amour. Et quand les parents n'ont pas su le faire, très souvent il peut y avoir une pathologie de remplissage et de vidage périodique au niveau financier pour être en position de redemander à une entité qui symbolise des parents, qui est une banque, qui est un organisme financier divers, pour se ressentir à nouveau comblé. Donc il y a énormément de
de gens qui souffrent de cette pathologie et qui passent leur vie en endettement, surendettement, etc. On se rend compte également, par exemple, que les gens qui ont vraiment du mal à donner de l'amour, qui sont très égoïstes, très concentrés sur eux-mêmes, euh, ont très souvent ce côté avare. Vous savez, l'avare de Molière a tout à fait cette pathologie, cette concentration sur lui-même, etc. Donc, on, finalement, l'argent, il va avoir du mal à le donner. De la même manière qu'il a du mal à transmettre de l'amour, à manifester son amour, comme lui-même n'en a pas reçu, eh bien, il va conserver tout ce qu'il peut conserver. Il y a beaucoup de gens qui font qui n'arrivent pas à jeter, qui gardent tout dans leur appartement, y compris parfois les poubelles. On a des gens qui ont des pathologies vraiment gravissimes. Quand ils décèdent, on se rend compte qu'ils étaient ensevelis sous des objets, sous des tonnes d'ordures, de poubelles, etc., parce qu'ils n'ont pas réussi à jeter. Tellement carencés, tellement souffrant d'une béance en termes affectifs, qu'ils ont passé leur vie à garder, à ne jamais jeter, à tout garder. L'argent joue aussi ce rôle-là. Il y a des gens qui vivent très très pauvrement, qui sont capables de frustrer leurs enfants, de se priver de nourriture, de se priver de plaisirs simples, mais qui pourraient agrémenter leur existence, alors qu'ils ont un compte en banque colossal, qu'ils ont des réserves financières extraordinaires, mais ils ne l'utilisent pas, en fait. Ils sont incapables de donner cet amour, incapables de donner cette largesse, ce bonheur de vivre, cette souplesse de vie. Donc l'argent vraiment joue un rôle manifeste. C'est l'inconscient, bien sûr, qui utilise cette fonction-là. Mais totalement, bien entendu. À tel point que certains jeunes ne quittent jamais les parents, ou alors se retrouvent dans la panade financière en permanence, où les parents sont obligés de réinjecter de l'argent pour pouvoir leur permettre de survivre. Et en fait, ces jeunes forcent les parents à s'occuper d'eux de cette manière-là. Et c'est très souvent le cas quand il n'y a pas eu assez d'affectifs, assez de soins, assez de tendresse. Ben, ces jeunes ont trouvé un moyen extraordinaire, via leur inconscient bien entendu, pour obliger leurs parents à s'occuper d'eux et à réinjecter de l'argent, alors qu'en fait, véritablement, ils voudraient qu'ils réinjectent de l'amour, tout simplement. Encore une fois, l'inconscient a un terrain d'investigation, un terrain sur lequel il va nous obliger à évoluer et qui est absolument fantastique. C'est le terrain de la santé, de toutes les maladies que l'on peut, alors des maladies plus ou moins graves, mais aussi des dysfonctionnements, des petits bobos qui nous gâchent la vie à longueur de temps, des petits symptômes qui sont récurrents, qui reviennent fréquemment, jusqu'à des maladies gravissimes. Et l'inconscient est vraiment, encore une fois, vraiment très 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 présent. Alors c'est révoltant, cette idée-là est révoltante, parce que quand on souffre d'une grave maladie, de quelque chose d'énorme, que l'on voit avec un scanner, que l'on voit avec toute la médecine moderne extraordinaire d'investigation, on se dit, ben, c'est bien réel, j'ai bien cette chose-là qui me fait souffrir, j'ai bien cette maladie-là. Bien sûr, bien entendu, il n'est pas du tout question de nier cette réalité physique, cette souffrance physique. Et quand on parle de maladie psychosomatique, les gens ne rêvent pas, n'inventent pas leur maladie. Il y a une réelle souffrance. C'est une souffrance qui leur gâche l'existence à longueur de temps. Mais on est obligé de voir la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que l'inconscient mêle encore son grain de sel dans ces pathologies et veut nous montrer quelque chose, il veut nous faire évoluer, il veut nous faire évoluer même à travers parfois des symptômes très très graves. Il veut nous forcer à grandir, à élargir notre mental, à élargir parfois les pensées étriquées que nous avions avant d'avoir ces pathologies. On grandit de tout.
dans ce laps de temps que nous passons sur cette terre, on le passe pour évoluer en permanence. On est dans une espèce, on passe notre vie sur un espèce de vivarium, on ne peut pas le dire autrement, dans lequel on va être forcé à évoluer constamment, à grandir, à élargir notre champ de pensée, notre mental, notre bienveillance, à assouplir nos comportements cartonnés, nos idées préconçues, nos petites pensées rikiki, vous voyez. Toute notre vie sert à ça, notre posture sur cette terre, notre positionnement sur cette terre, toute cette aventure incroyable que nous vivons le temps d'une existence, va nous servir vraiment à évoluer et à assouplir, à adoucir, à nous rendre meilleurs, à nous rendre plus lumineux, bienveillants vis-à-vis des autres, plus compassionnels vis-à-vis des autres, moins dans le jugement. Eh bien, quand on a une maladie, on est d'abord polarisé sur cette maladie. On ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à... Et ça peut être parfois une chose simple, on se casse un petit orteil par exemple. On se cogne quelque part, on se fait un mal de chien, c'est infernal, c'est horrible, on ne pense qu'à ça. On est positionné sur ça. Mais quand on sort de cette douleur-là, de cette information-là, on peut réfléchir aussi pourquoi on s'est tapé le petit orteil à ce moment-là. Ça peut paraître risible, mais il y avait peut-être quelque chose qui nous tracassait. Il y avait peut-être quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire et qu'on était forcé de faire. Et ça va nous interroger sur cette chose-là. Et on va peut-être pouvoir évoluer, on va peut-être pouvoir changer. Sur ce petit point qui paraît anodin, qui paraît simple. Quand on a une grave maladie, on peut bien entendu être effondré, terrorisé, effrayé par l'idée de ce qui va s'en suivre, de la mort, des êtres qu'on peut perdre, etc. On peut être effrayé. Et on a des patients qui arrivent à dépasser tout cela et qui vont faire une espèce de nettoyage intégral de tout ce qui a été leur vie, de tout ce qui a été bloquant dans leur existence, et qui vont se rendre compte qu'ils sont en train d'évoluer, qu'ils obtiennent une évolution mentale auquel ils n'étaient pas habitués. Ils vont se découvrir, s'émerveiller de l'être qu'ils sont en train de devenir. Donc vous voyez que l'inconscient nous pousse de toutes les manières, il nous chahute de toutes les manières. Et finalement, on a l'impression qu'il s'en fiche, que ce n'est pas son problème, que notre souffrance physique, notre souffrance psychologique n'est pas son problème. Son problème, c'est de nous faire évoluer. Il y a quelque chose qui nous pousse à évoluer en permanence. Et alors, pour les gens qui pensent qu'on a une âme, qu'on a cette chose incroyable, extraordinaire qui fait qu'on est habité autrement que par des cellules de carbone. On pourrait dire qu'on est un assemblage de particules et de cellules de carbone, bien entendu. Moi, je pense, personnellement, et à travers tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, tout ce que j'ai pu expérimenter avec tous les humains qui ont eu la gentillesse de me faire confiance et d'évoluer, de me faire évoluer aussi d'une certaine manière, je pense qu'on n'est pas seul, on n'est vraiment pas seul, et que cette boîte de conserve magnifique, sublime, qu'est notre corps, qui est cet assemblage fantastique de cellules, n'est pas qu'un assemblage de cellules. On est mu par quelque chose d'une subtilité, d'une beauté extrême, qui est quelque chose qui ne s'arrête jamais et qui se passe d'une vie à l'autre. Et je pense que l'inconscient est son poisson pilote en quelque sorte. Il est son meilleur allié, il est son meilleur outil. C'est lui qui va être son cerbère, sa manière de nous obliger à grandir, à évoluer, à devenir de meilleur en meilleur. Et par tous les symptômes qu'il occasionne à un être humain, tous les échecs à répétition, et il met vraiment la gomme quand il nous fait échouer affectivement, quand on rencontre tout le temps le même type d'amoureux ou d'amoureuse qui va nous faire tomber tout le temps dans les mêmes écueils, dans les mêmes
pathologie, quand on répète tout le temps les mêmes échecs dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, amicale, eh bien on peut se dire que l'inconscient met vraiment tout ce qu'il faut pour nous réveiller, pour nous secouer, pour nous dire « Allez, réfléchis ». Réfléchis à ce qui se passe, comprends ce qui se passe, va chercher, fais-toi aider s'il le faut, va vers tout ce qu'il faut pour comprendre, va chercher. Et en fait, on est vraiment dans cette vie pour chercher, pour évoluer, pour grandir. Et notre inconscient, finalement, est notre meilleur allié. C'est notre meilleur ami. C'est le plus perturbant, mais c'est finalement un ami qui nous veut du bien. Si on arrive à comprendre ça, si on arrive à dialoguer avec lui, quand on souffre, quand on a une problématique symptomatique ou autre, si on arrive à dialoguer avec lui, à lui dire « J'ai bien compris que tu essayes de me dire quelque chose, je ne comprends pas bien, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour comprendre. » Alors l'inconscient se calme d'un seul coup, il baisse les armes, il n'a plus besoin d'être dans le symptôme, dans la problématique récurrente. Il dit « Ok, je vais voir réellement si tu es capable de comprendre, je vais bien vérifier si tu vas jusqu'au bout des choses et je t'attendrai au tournant si tu n'as pas été jusqu'au bout de la compréhension et si tu n'as pas changé de mécanique symptomatique ou névrotique, comme on dit en psychanalyse, mais si tu n'as pas changé ton symptôme. » Et là, il n'hésitera pas à revenir nous coller le nez dans la boue pour nous obliger à nouveau à nous relever et à comprendre et à évoluer. Donc c'est un ami tyrannique, vraiment comme un grand maître. Vous savez, les grands maîtres, ils ne sont pas tendres. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ne sont pas tendres. Ils n'hésitent pas à vous vilipender, à vous corriger pour vous remettre dans le droit chemin, dans la bonne position. Bien l'inconscient fait ça tout le temps. Mais en fait, il est d'une extrême bienveillance, d'une totale bienveillance. Et il n'attend juste qu'un signe de notre part, qu'un signe de notre volonté à vouloir changer, à vouloir devenir meilleur. Que enfin, ce temps qu'on passe sur cette terre nous serve vraiment à devenir de meilleur en meilleur. Il n'attend que ça. Dès qu'il a la moindre information, le moindre signe de notre volonté et de notre enthousiasme à le faire, de notre sincérité à vouloir le faire, alors il nous ouvre les portes et tout devient beaucoup plus facile dans l'existence. Effectivement, l'inconscient, dans certaines situations, dans les situations de la vie de couple, on pourrait se dire, si on reprend l'exemple de la personne qui avait rencontré un alcoolique et qui allait répéter finalement les souffrances qu'elle avait pu connaître dans son enfance, on pourrait se dire qu'à partir du moment où elle comprend ça, qu'elle le comprenne en thérapie ou avec d'autres moyens, par une lecture, par une rencontre avec quelqu'un qui va lui ouvrir les yeux, on pourrait se dire, ben, il faut, sauve-toi, sauve-toi de cette situation et ne reste pas là-dedans. L'inconscient peut aussi lui dire, va comprendre ce qui s'est passé, va comprendre pourquoi tu as été attiré par ce genre de personne. Tu as été aussi peut-être attiré par quelque chose de très beau chez cette personne et qui est enseveli sous ses symptômes. Et à ce moment-là, il peut y avoir une vraie discussion, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler sur les mêmes critères de récrimination, de frustration, de critique, de pleurs, de disputes, etc. Mais avoir une véritable discussion d'âme à âme, d'être humain évolué à être humain évolué. Et finalement, tout le monde a envie d'être heureux. Tout le monde a envie de grandir. Et même une personne qui a une pathologie dramatique, addictive ou autre, cette personne à la base a envie de changer, mais elle ne sait pas par où prendre les choses. Et donc, en changeant le mode de communication dans le couple, en changeant de registre, en montrant comment on a compris les choses, on peut déclencher une compréhension chez l'autre, l'envie même de se soigner, l'envie d'évoluer aussi. Et un couple qui avait démarré finalement sur des registres fallacieux, sur des registres névrotiques, peut muter vers quelque chose de magnifique. Hein, c'est ce que j'ai indiqué dans mon dernier livre, sur la magie du couple heureux. On peut
transformer une relation névrotique en quelque chose de magnifique. Mais ça doit commencer par une prise de conscience chez l'un qui va, comme un tissu va déteindre en quelque sorte, va déteindre sur l'autre, qui peut lui aussi avoir envie d'évoluer, de comprendre. Parce qu'encore une fois, et ça c'est une chose dont je suis vraiment intimement convaincue, tout le monde ne rêve que d'une chose, c'est d'être heureux. On vient sur Terre pour être heureux, on vient sur Terre pour illuminer le monde. On ne vient pas sur Terre pour l'assombrir par ses symptômes névrotiques, on vient vraiment sur Terre pour apporter quelque chose de beau et de lumineux. Et dès qu'on arrive à toucher ça chez un être humain, que ce soit à l'intérieur d'un couple ou dans une relation amicale, thérapeutique, on va allumer une lumière qui ne demande qu'à grandir. Je vais vous donner aussi un autre exemple de ce qui est possible de faire dans un symptôme qui peut sembler risible, mais qui est pourtant fréquent. J'ai eu un patient, par exemple, qui venait me voir parce qu'il avait un problème de transpiration aiguë, émotionnelle aiguë. Dès qu'il arrivait à son travail, il était obligé d'avoir des chemises de rechange parce qu'il était trempé instantanément dès qu'il arrivait à son travail. Au cours de la thérapie, il a compris qu'il détestait ce travail, qu'il y avait une ambiance épouvantable dans ce travail, où il était challengé émotionnellement, humainement, en permanence. Mais bon, il assurait, il faisait quand même tout ce qu'il fallait, il tenait le coup. Mais son corps lui montrait, via son inconscient, son inconscient via son corps, on peut dire les deux choses, lui montrait qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, qui était en train de le rendre vraiment malade. Et je lui ai appris à parler à son inconscient, à lui dire, même en voiture, quand il se rendait à son travail, de parler avec son inconscient, lui dire « j'ai compris ce que tu es en train de me dire ». Alors bien sûr, encore aujourd'hui, je vais aller à ce travail, je sais que ça va être une journée désagréable, je sais que je vais avoir un employeur épouvantable, des collègues stressés, des clients pas faciles, que ça va être difficile pour moi parce que je suis sensible, parce que je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Mais ne t'inquiète pas, je suis en train de tout faire pour trouver un autre emploi. Et j'ai compris qu'il était temps de quitter ce travail sérieusement, même si je suis bien payée, même si je travaille pas très loin de chez moi. Je suis en train de tout faire pour changer d'emploi. Et je te promets que dans peu de temps, tout ça va s'arrêter. L'inconscient, à ce moment-là, dit « Ok, t'as compris, ben, c'est très bien. » Et le symptôme s'arrête. Mais risque de reprendre si la personne ne tient pas sa promesse d'évolution. Donc vous voyez, on est capable d'établir un véritable dialogue avec son inconscient. On est deux intelligences, une intelligence surdimensionnée, qui est l'inconscient, et une intelligence aussi surdimensionnée, qui est celle de notre conscient, et on peut très bien communiquer en très bonne intelligence, en montrant à notre inconscient qu'on a compris son message, et qu'il fait simplement ça pour nous sauvegarder, pour nous permettre d'avoir du sens à notre vie, pour vivre correctement, et de mieux en mieux, et d'évoluer, toujours d'évoluer, d'être un humain de plus en plus lumineux, magnifique. On vient sur Terre pour ça. On ne vient pas sur Terre pour être malheureux. C'est une des grandes dérives de notre existence, mais notre inconscient est finalement comme... Il faut s'imaginer sur l'autoroute. L'autoroute, on passe son temps avec notre volant à donner 1 millimètre par-ci, 1 millimètre par-là, pour rester bien sur la bonne route et ne pas avoir d'accident. Notre inconscient nous pousse en permanence à cela. Alors il nous y pousse à sa manière, mais lui, il a un sens, il a un but. Son but, c'est de nous rendre de plus en plus éveillés, de plus en plus humains, véritablement humains. Et quand on a une petite dérive, il n'hésite pas, par un symptôme, à nous le rappeler. Alors, moi, je pense qu'il est très important de parler à son inconscient le soir, tranquillement. Quand on est posé, quand on est au calme, et dans notre société hyper agitée, hyper énervée, hyper stressée, on a rarement des moments de calme. Donc, le moment le plus propice, c'est le moment avant de s'endormir. C'est le moment où on est entre deux eaux, où on est un petit peu en début d'onde alpha, où on va commencer à s'endormir, à sombrer dans le sommeil.
Et c'est le bon moment pour lui dire, tu vois, ça et ça, je n'ai pas réussi à le résoudre. Ça me pose problème. Je ne sais pas comment faire. Il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me trouves une solution. J'ai envie de comprendre. Montre-moi, aide-moi. On peut parler à son inconscient de cette manière-là. Ça peut sembler risible dans la vision traditionnaliste psychanalytique. On pourrait trouver ça enfantin, risible, etc. Pourtant, c'est une loi vraiment très évoluée, très subtile, et je pense que ça fait vraiment des choses assez étonnantes et miraculeuses. Sur le plan de la résolution de beaucoup de symptômes, on doit parler à son inconscient. On parle à une immense intelligence, à une immense bonne volonté de nous aider. Il n'est pas là pour nous gâcher la vie, il est là pour nous aider. Donc le soir, vraiment, avant de s'endormir, lui dire j'ai tel problème, je ne sais pas comment le résoudre, j'arrive pas à le comprendre. Je voudrais, donne-moi un signe, aide-moi, fais quelque chose pour moi, trouve-moi une solution. Ça peut être aussi la solution d'aller en parler avec quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui connaît toutes les mécaniques bizarres, étonnantes, magnifiques de l'inconscient et qui va être capable de les interpréter, de vous aider à les interpréter via la compréhension des rêves. C'est incroyable, on n'a pas parlé des rêves, mais les rêves sont des réservoirs incroyables à toutes les pulsions, à toutes les choses que nous désirons profondément et que nous n'arrivons pas à dire ou à vivre dans la réalité. Donc interpréter un rêve, c'est pas simple. Donc arriver à interpréter toutes ces choses-là avec un professionnel qui connaît très bien les mécaniques de l'inconscient, ça peut vraiment beaucoup aider. Mais on peut aussi dialoguer avec son inconscient. Mais c'est pas facile parce que l'inconscient a une mécanique interne très sophistiquée qui est l'autocensure. Il passe son temps à nous flouter les informations pour nous forcer à aller au-delà. Vraiment, il est très exigeant avec nous, très exigeant. Donc il crée une autocensure, déjà pour nous éviter de trop critiquer nos parents, de trop critiquer les générations passées, par amour, pour rationaliser les erreurs des générations passées, pour leur donner une bonne raison à tous leurs manquements et à toutes leurs difficultés, parce que ça nous culpabiliserait aussi de voir clairement ce qui a pu clocher. Donc on a cette autocensure permanente. Donc on a vraiment beaucoup d'obstacles à franchir avant d'évoluer. Hein, donc on peut parler à son inconscient, on lui demande de nous aider. On va voir quelqu'un qui connaît très bien la mécanique de l'inconscient. Moi j'estime qu'en tant que psychanalyste, le langage de l'inconscient est quasiment ma deuxième langue maternelle, si vous voulez. Et quand je vois un patient, quand il me parle d'un de ses symptômes, instantanément, je sais ce qu'il y a derrière. Bien entendu, je ne vais pas le dire tout de suite au patient parce que c'est très important que le patient le découvre par lui-même avec mon aide, mais il va y avoir tout un travail très subtil pour découvrir quelle est la symbolique derrière chaque symptôme. Donc voilà, on peut être aidé par un professionnel, on peut être aidé par des lectures. Il y a des lectures qui sont vraiment très éclairantes, qui vont déclencher une prise de conscience. On peut ensuite aller peaufiner ça, perfectionner ça avec des gens dont c'est le métier. Voilà, et être tout le temps dans le dialogue avec soi-même, dans l'exigence avec soi-même, mais une exigence bienveillante, gentille. Il faut cesser d'être tout le temps dans la critique, dans la détestation de soi. Je passe mon temps à rencontrer des gens en consultation qui se détestent, qui ne sont même plus capables de se regarder dans un miroir, tant ils vont se critiquer, tant ils vont se trouver des choses désagréables, honteuses, méchantes, etc. Il faut faire la paix avec soi-même. La première des choses, c'est de faire la paix avec soi-même. Chacun fait ce qu'il peut. Chacun évolue à son propre rythme. L'inconscient a le temps. Le temps ne le dérange pas. Il est capable de prendre tout son temps pour nous faire évoluer. Et chacun évolue à son propre rythme. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera peut-être dans celle d'après.